Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Ce n'est effectivement pas tous les jours que la bibliothèque de l'EPFL accueille un horloger de renom comme Monsieur Philippe Dufour, et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir et que nous allons partager cette soirée tous ensemble. Au nom de la bibliothèque de l'EPFL, j'aimerais remercier pour commencer Monsieur Vincent Jaton, directeur, je ne le vois pas, directeur de l'espace horloger, ainsi que Monsieur Dave Grandjean, son conservateur. En effet, la collaboration entre la bibliothèque de l'EPFL et l'espace horloger a commencé tout simplement autour d'une exposition autour du temps. La bibliothèque a apporté ses livres anciens pour retracer la quête de l'homme qui cherche à maîtriser et à comprendre cette unité. L'espace horloger, lui, a mis généreusement à la disposition de l'exposition quelques pièces de sa collection personnelle. De fil en aiguille, l'idée de cette rencontre est née. Les livres, l'enseignement, le temps qui passe aboutissent logiquement à cette question finalement fondamentale: comment perpétuer et transmettre l'excellence du savoir-faire horloger aux générations futures? Messieurs Philippe Dufour et Michel Boulanger, tous deux horlogers, répondent ce soir à cette question. Professeurs, élèves, ils nous présentent leur expérience de transmission, d'apprentissage et d'échange. Nous les en remercions. Avant de leur passer la parole, je vais juste vous informer de quelques petits détails pratiques. L'apéritif n'aura finalement pas lieu près de l'exposition, mais derrière ces rideaux. Et pour ceux qui le souhaiteraient, l'exposition est visible en tout temps. Mes collègues Aurore Grandval et Josiane Moll pourront vous mener à cette exposition. N'hésitez pas à leur demander de vous guider jusque-là. Je vous remercie encore et vous souhaite une belle rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je suis descendu de la vallée du jour pour essayer de vous faire partager mon métier, ma passion. Michel Boulanger fait partie du projet de transmission du savoir et il prendra part à la deuxième partie lors des questions. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Michel. Hein? Je me présente, je suis horloger depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait déjà un moment. Je suis né à la vallée de Joux, qu'on appelle berceau de l'horlogerie compliquée. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe à la vallée de Joux actuellement, vous imaginez la quantité de marques prestigieuses horlogères: Bulgari, Blancpain, Audemars, Patek, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Pierre de Roche, pratiquement tout le monde est à la vallée du Joux. Je suis indépendant depuis 1978, où j'ai pratiqué la restauration de montres pendant 5 ans. Et depuis 1992, je fabrique mes propres montres sous ma marque. En préambule, je veux vous présenter, vous parler des complications horlogères. On parle d'horlogerie compliquée. Ça veut dire quoi, horlogerie compliquée? Ça commence où? Ça finit où? Alors, je les ai classés un peu par famille. Nous avons la famille des complications, les montres dites simples, avec des montres à 2, voire 3 aiguilles. Et sur la droite, ici, vous avez une montre qu'on reconnaît avec sa masse automatique, les montres automatiques. Ça, c'est la famille des montres simples. Les montres à quantième. La première complication, c'est le day date, le jour et la date. Ici, vous avez le jour dans un guichet, le mois, la date sur le pourtour dans les chiffres rouges,
la même ici avec une indication de la lunaison. Et vous pouvez avoir ce même genre de montre qu'on dit perpétuelle, qu'on a dans la figure de droite, qui est une montre qui indique le jour, le mois, la date, et qui tient compte de la longueur des mois, avec une petite aiguille au centre qui vous donne 1, 2, 3 et la 4e année bissextile. Donc ces montres à quantième, elles tiennent compte de la longueur des mois, et d'après la théorie, si vous la remontez tous les jours, vous aurez la date exacte jusqu'en 2100. En 2100, vous devez faire une petite poussette pour rattraper un jour. Moi, je ne serai pas là pour le contrôler, mais c'est ça la théorie. Une montre de poche avec plusieurs complications, dont un quantième perpétuel également. Alors, je vous parlais de cette erreur qu'il faut rattraper en l'occurrence, ça sera tous les 400 ans, enfin en l'an 2100. On avait un ancien horloger à la Vallée du Joux, Victorin Piguet, qui avait imaginé une mécanique qui tenait compte de cette erreur, donc il la corrigeait, c'est-à-dire que dans sa montre, il y avait un rouage qui faisait un tour en 400 ans. Donc c'était vraiment le perpétuel parfait. La famille suivante, ce sont les chronographes. Alors pourquoi graphe? Tout le monde fait l'erreur, même à la radio, à la télévision, que j'entends un reporter qui dit « à mon chronomètre, il reste 2 minutes avant la fin du match ». C'est faux. Ça paraît logique, mais c'est faux. Pourquoi graphe? Parce que les premières montres qui ont servi à mesurer le temps l'écrivaient. C'est vraisemblablement les Anglais qui ont inventé ces premières montres, qui étaient une montre avec 2 aiguilles l'une sur l'autre. L'aiguille du bas possédait un entonnoir avec un petit tube. Dans l'entonnoir, on mettait de l'encre. Et l'aiguille du haut avait une goupille qui traversait l'entonnoir. On démarrait les 2 aiguilles. Lorsqu'on voulait mesurer le temps, on stoppait et l'aiguille du haut traversait celle du bas et marquait un point d'encre sur le cadran. Et ensuite, on effaçait, on recommençait pour une 2e mesure. D'où l'origine chronographe. À gauche, vous avez un chronographe qui a été fait spécialement pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 64, la marque Omega, mais qui est en réalité un Lemania de l'Orient, chronographe qui tapait à 36 000, une alternance heure qui permettait de lire le dixième de seconde avec une aiguille rattrapante. Donc vous avez 2 aiguilles, une jaune, une orange ici. Et vous avez les mêmes chronographes qui peuvent se faire également en montre bracelet. Également une montre de poche relativement compliquée avec un système chronographe. Il existe dans les complications une famille, les montres réveil. Vous avez à droite la Memovox de Gégé Lecoultre, très connue. À gauche, une Paul Jot, c'est une montre réveil russe, par exemple. Les montres à répétition. Les montres à répétition sont des montres qui sonnent le temps qu'il est. Ça, c'est une cacophonie de 3 montres répétition. Les premières montres répétition sont apparues déjà au XVIIe siècle. Au début, elles ne sonnaient que les heures. Ensuite, on a amélioré, on a eu les heures et les demi-quarts d'heure. Breguet a fait des montres qui sonnaient les heures et les demi-quarts d'heure. Donc, un son grave, dong, pour les heures, et ding pour les demi-quarts d'heure. Il y a eu les heures et quarts d'heure, les montres qui sonnent les quarts d'heure sur d'autres tonalités. Dong, dong, c'est l'heure. Ding, dong, c'est le quart d'heure. Et ensuite, il y a les montres à répétition minute, qui sonnent l'heure, quart et la minute. Donc, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, vous pouvez avoir l'heure à la minute près. Il existe également des montres dites à grande sonnerie qui sonnent au passage, c'est-à-dire qu'on peut les programmer et puis elles se déclenchent tous les quarts d'heure avec choix de la grande ou petite sonnerie, savoir si on veut entendre seulement le quart d'heure qu'il est ou l'heure et le quart d'heure, et ceci pendant 24 heures.
La famille des montres chronométriques. Ce sont des montres qui ont des systèmes cherchant à améliorer la précision de la montre. Vous avez les montres à multiples échappements. Une montre normale a un échappement et un balancier. Il y a des montres qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, 4. Il y a des montres système jaune, par exemple, des montres avec 2 balanciers qui travaillent avec un système de résonance. À gauche, vous avez le modèle dualité, les 2 balanciers travaillent grâce à un système de différentiel. À gauche, vous avez une montre double régulateur également, qui est chinoise. Ils en font aussi, oui. Au milieu, une Gröbel Forsey avec le double échappement incliné. Et à droite, vous avez un tourbillon tout à fait classique, un Daniel Roth en l'occurrence. Ici, nous avons des montres dites chronométriques avec des doubles tourbillons à 2 axes. Donc le tourbillon, à la base, il était sur un axe, ils sont faits maintenant sur 2 axes, voire sur 3 axes. Mais le tourbillon de droite est un tourbillon chinois, qui n'est pas trop mal non plus. Là, je vais passer maintenant au projet sauvegarder et perpétuer et transmettre le savoir-faire horloger, le garde-temps naissance d'une montre. La rencontre s'est faite entre Steven Forsey, Robert Gröbel et moi-même. C'était dans mon atelier qu'ils ont trouvé une sorte de musée vivant. Et puis, on s'est dit, il faut faire quelque chose ensemble. On partage les mêmes valeurs, le respect, l'éthique. Je vous présente les participants, si on veut bien, les acteurs de cette opération. Donc Robert Gröbel, Steven Forsey, qui ont créé en 2001 Complete Time, 2004 création de Gröbel Forsey, 2009 prix Gaïa, 2011 premier prix de concours de chronométrie du Locle, 2011 création de la fondation Denium caritative. Ils m'ont appelé le pionnier, défenseur de l'horlogerie traditionnelle et maître des complications et finitions horlogères. En 92, première mondiale, montre, grande sonnerie, répétition minute. Qu'est-ce qu'il y a eu là? 96 bombes, bracelet à double régulateur, la dualité. Le prix Gaïa en 98. La simplicité en 2000. Prix spécial du jury l'année passée au Grand Prix de Genève. Le constat qu'on a fait, Robert Gröbel, Steven Forsey et moi-même, c'est que petit à petit, mais sûrement, notre savoir-faire, le fait main, comme on dit, disparaît. Ceci dû principalement, il y a eu la crise du quartz, on a perdu beaucoup de places de travail, et beaucoup de savoir, et puis l'industrialisation systématique. Notre mission dans ce projet, c'est de sauvegarder le patrimoine horloger. Pérennisation des techniques traditionnelles et ancestrales du fait main. Transmission de leur savoir-faire horloger. Donc pour que l'opération puisse se réaliser, il fallait trouver un élève. En l'occurrence, le choix s'est porté sur M. Michel Boulanger, qui est professeur à l'école horlogerie de Paris,
diplômé du WESTEP en montre compliquée, brevet de maîtrise en horlogerie, diplôme d'État en horlogerie, diplômé de l'école d'horlogerie d'Annette avec mention. Le but, on s'est fixé, c'est de réaliser un garde-temps à la main, en respectant les techniques ancestrales et traditionnelles, de façon à pouvoir créer une passation du savoir. Transmission de savoir-faire d'excellence. L'ensemble de ces éléments constitue le cœur du projet, le garde-temps naissance d'une montre. En septembre 2011 était le début de l'aventure, la concrétisation du projet. En 2012, au SIHH, on a déjà fait des démonstrations de l'emploi de machines traditionnelles, telles qu'un burin fixe ou un perce-droit. En 2013, au SIHH, on a démontré le taillage des roues et des pignons. Et cette année, au SIHH, on a montré les opérations liées au spiralage, tout ce qui est virolage, lever les courbes-breguets, ces choses-là. Alors, le garde-temps, témoin du savoir. Donc, ce sera réalisé à la main. La montre comportera 3 aiguilles, un tourbillon, mouvement à remontage manuel, et sera exécuté par la suite à 11 exemplaires uniques. Les moyens employés, on s'est fixé de se dire on emploie toutes les technologies à disposition, sauf la commande numérique. Ça, il faut laisser aux spécialistes. La seule chose moderne qui est employée dans ce projet, c'est le dessin assisté par ordinateur, qui est une aide au niveau précision et rapidité. Donc, Michel réalise et va réaliser la suite du projet en utilisant des machines des fois un peu bizarres, telles que cette machine-là, un burin fixe, une machine à tailler ici, ou un perce-droit ici. Ces machines qu'on voit, par exemple, les burins fixes, on les voit, ils sont polis, astiqués, dans des vitrines d'horlogerie. Plus personne ne connaît le nom, puis encore moins comment ça fonctionne. Donc, le but, c'est que Michel puisse se familiariser avec toutes ces techniques, ces technologies, de façon à pouvoir le transmettre plus loin. Le début a été les esquisses, les calculs, des plans en 3 dimensions. Alors, comment ça fonctionne tout ça? C'est-à-dire que Michel, il vit à Chartres. Il a pris 3 ans de sa vie pour réaliser ce projet avec nous. Et on fait une séance en général tous les mois, à Chaux-de-Fonds, chez Grobel-Forcet. Et on fait le point. Alors au début, les premières séances, Michel arrive avec des idées, et puis on lui dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est... Fais attention à ci ou à ça. Donc on le coach, on le guide. Puis petit à petit, le projet, il prend forme. Il retourne chez lui, il retravaille, il revient, on corrige le tir, on améliore les choses. Donc petit à petit, étape après étape, le projet se construit. Là maintenant, on est carrément en phase de fabrication, enfin depuis un moment, déjà depuis presque 1 année et demie, 2 ans, donc où il réalise, en l'occurrence ici, les trains de rouage, c'est-à-dire la fabrication des roues et des pignons. La cage du tourbillon, qui est la pièce maîtresse ici de cette montre, de ce mouvement, extrêmement difficile à réaliser pour que tout fonctionne parfaitement.
plat, rond et tout. Donc, un travail d'orfèvre dans cette réalisation-là. Fabrication d'épandres ou d'échappements et ponts d'encre. En l'occurrence, ici, il travaille sur le moteur, la source d'énergie de la montre, qui est le barillet, aussi, qui est une boîte avec un couvercle. Il faut y faire des dents, donc des éléments assez importants à faire. Ici, vous avez l'arbre de barillet, la bonde et l'assemblage du système. Là, vous avez la chance de voir, presque en primeur, la montre, le mouvement de Michel Boulanger qui fonctionne. Donc, il a déjà réalisé une bonne partie, puisque la cage tourne, le balancier fonctionne. Il y a encore passamment de choses à construire, à fabriquer, mais c'était déjà un challenge énorme pour lui d'arriver à ce stade-là. Ça nous fait énormément plaisir. Les étapes à venir à réaliser sont les mécanismes de remontage et d'arrêtage, le cadran et les aiguilles, toute la visserie, les terminaisons et l'assemblage. Cette initiative qui a été, disons, provoquée par Greubel-Forsey est assez unique dans le monde horloger que nous vivons. D'avoir des personnes qui s'associent pour réaliser un projet qui, au départ, n'a rien de commercial. Mais on a tous à cœur de sauvegarder ce qu'on a appris. Parce que si je prends Robert Greubel, qui est alsacien, Steven Forsey, qui est anglais, moi-même je suis combien de la vallée de Joux, on a tous appris notre métier à différents endroits et on a tous énormément de choses à transmettre. Donc ça fait un melting pot de connaissances assez incroyable. Et on estime que c'est notre devoir moral, de transmettre cela aux générations futures. Et nous espérons aussi, avec un projet tel que celui-ci, être un petit peu peut-être le déclencheur d'idées similaires, de projets similaires que pourraient entreprendre des grands groupes. Ça serait intéressant qu'il y ait une suite à cette première opération. Volonté de partager et communiquer cette aventure. La communication au public, c'est une démarche pédagogique et ludique de vulgarisation destinée aux collectionneurs, amateurs, au grand public. Donc tout ce qu'on fait, on ne va pas le faire pour le cacher, au contraire, on veut vulgariser et diffuser au maximum ce qu'on peut. Vous pouvez suivre par étapes, toutes les étapes sur notre blog, le garde-temps, les réseaux sociaux. Et à la fin de l'opération, quand la montre sera finie, on espère en 2015, la montre devrait présenter et accompagner d'un film en 3 dimensions. C'est-à-dire que toutes les principales étapes de ce projet sont filmées en 3 dimensions, de façon à archiver tout ce qu'on peut, de façon à pouvoir le diffuser et le transmettre. Également, on prévoit peut-être de faire des petites vidéos plus spécifiques pour des professionnels. On parle également de la publication d'un ouvrage, d'un livre. Donc tout ça est à venir. On passe aux questions. J'espère que vous en avez. Comme ça peut aussi aider à
exprimer les choses. Et peut-être avant des questions, je voudrais passer la parole à Dave, qui a quelque chose à nous dire. Il est bon, il marche. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Alors, je ne veux pas couper, donc je vais faire très court, et puis j'espère aussi lancer les questions, parce que ça va être intéressant aussi, je pense, de voir les réponses de Michel et de Philippe. Je voulais juste dire un petit mot aux personnes de l'EPFL, que je remercie vivement de nous avoir accueillis ici dans cet espace, et notamment à Aurore pour toute l'organisation de cet événement. Je voulais dire un mot aussi sur les H. Donc moi je travaille à l'EH, l'espace horloger, et on a organisé cette exposition qu'on peut voir dans le Rolex Learning Center avec la bibliothèque de l'EPFL, en main dans la main en quelque sorte. Et je voulais vous dire, tout simplement, Philippe l'a déjà fait, la vallée de Joux, c'est pas très loin d'ici, on a vu des photos tout à l'heure. On vous attend nombreux, on l'espère, à l'espace horloger, où on continue aussi à travailler sur cette transmission du savoir. On a un espace métier justement, ça c'était une des volontés très fortes des concepteurs et des personnes qui ont mis en place cet espace horloger, qui a été totalement revisité, rénové donc en 2012. Donc tout ça, ça s'inscrit aussi dans la continuité du projet de Philippe, et on espère pouvoir vous accueillir à l'espace horloger nombreux et poursuivre un peu l'aventure de cette transmission du savoir. Et je voulais vous dire aussi, de la part de Aurore et de la bibliothèque de l'EPFL, que la conférence et les questions qu'on va avoir ici sont filmées donc, et seront disponibles sur le site de EPFL TV. Donc d'ici 2 à 3 semaines, et vous allez tous recevoir des emails pour avoir ce film. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec les questions. Donc Michel, je pense que vous pouvez venir également. Michel, tu peux venir. Le but étant, alors je sais que Philippe a pris des pièces à montrer aussi. Donc avant de montrer ces pièces et de discuter un peu plus autour de la table de manière conviviale, on est trop nombreux là pour le faire tout de suite. Donc on va poser, j'espère que vous avez des questions concernant cette formation, cette transmission du savoir, qui, vous l'avez vu, un projet assez spécifique, assez particulier dans cette transmission du savoir. Je sais qu'il y a plusieurs professeurs de l'EPFL, donc je pense que c'est une conception tout à fait différente de cette transmission du savoir qu'on a ici. Alors si ces professeurs ont des questions, ou que ce soit des questions techniques sur l'horlogerie aussi, n'hésitez pas à en poser, parce que l'horlogerie compliquée, ça ne s'explique pas en quelques minutes non plus. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Puis on va essayer aussi de rester dans le sujet de cette manière de transmettre le savoir. Donc je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Alors là, on a devant 2 questions. Oui, je trouve le concept formidable, mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a qu'un seul récipiendaire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'emblée essayé de former 2, 3, 5 ou 10 personnes? Oui, alors bien sûr. Le but n'était pas de créer une école, c'était de mettre une première pierre à l'édifice. Hein. Et puis, Michel n'est pas tout seul. Il est enseignant. Donc, qui de mieux pour transmettre le savoir? Un enseignant qui, lui, va retourner dans son école et va transmettre Il n'a pas été choisi au hasard, vous comprenez? C'est parce qu'il est enseignant qu'il pourra transmettre beaucoup mieux. On aurait pu trouver deux, trois horlogers vieux style, je dirais, vous leur enseignez des choses et puis ils gardent tout pour eux. Hein, comme ça s'est fait dans le temps. C'est pas ça qu'on voulait. Donc le choix de Michel n'est pas un hasard. Merci. Merci. On avait une question également juste un peu plus haut, là. Oui, bonsoir. En fait, ma question est propre au savoir-faire que vous transmettez. Moi, j'ai l'impression que vous transmettez un savoir-faire ancestral, ancien, qui s'arrête à une certaine date. Parce que, pour moi, la connaissance horlogère ne s'est pas arrêtée il y a 10-20 ans. Il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles technologies.
des outils 3D. Et tout ça, ça a permis en fait de faire évoluer beaucoup quelque part l'horlogerie. Et moi, j'ai l'impression que vous vous arrêtez à une certaine connaissance qui n'utilise que des anciennes méthodes, des anciens outils, comme si ces nouvelles technologies, ces nouveaux matériaux comme le silicium, par exemple, n'ont pas vraiment place dans l'horlogerie, on va dire, à complication. Mais bien sûr qu'ils ont place. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de sauvegarder ce qui peut être. Ce sont ces traditions horlogères, ce qui a fait connaître la Suisse. Pourquoi les montres suisses sont connues à travers le monde? C'est parce qu'elles ont des plus, ou elles avaient un peu moins maintenant, mais des plus, des finies mains. Qu'est-ce qu'on y met dans une montre? On y met notre culture. D'accord? Et ça, à l'heure actuelle, ça a tendance à disparaître parce que tout est automatisé, tout est fait sur machine, et les montres sont bien. Et quand vous les regardez de près avec une loupe, telle que font les collectionneurs aujourd'hui à travers le monde, ben, il manque de l'émotion dans ces montres, parce qu'on sent que tout est fait machine. Alors qu'une montre qui a un coup de patte humain là-dedans, ça donne une autre valeur au produit. Alors les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, bien sûr qu'il faut les employer, mais ce n'est pas à un autre niveau qu'on peut le faire. Il faut laisser les grandes entreprises à faire leurs essais là-dedans. On ne met pas de côté, non, pas du tout. Mais on ne peut pas mélanger les choses. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est bien, oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, là, devant, on a une personne. Oui, marche pas. Si, il marche, c'est bon. Oui. Bonsoir, j'ai diplômé à l'école technique de la vallée de Joux en 1960. Et à l'époque, on faisait notre montre entièrement à la main encore, c'est-à-dire qu'on coupait les ponts au boc-fil, on ouvrait les platines à la main, etc. On faisait tous les pivotages et tout le réglage. Qu'en est-il maintenant de l'école, je veux dire? Alors, peut-être Philippe peut parler pour la vallée, je ne sais pas, ou ouais, bon, Michel dire ce qu'il fait à Paris. Oui, peut-être. Où est-ce que vous voilà, on va prendre l'école de Paris. Oui, ça se fait toujours. C'est un peu compliqué aussi. On a la chance à Paris de ne pas être trop proche des entreprises. Quelque part, ça peut être un paradoxe et aussi quelque part aussi un avantage. Donc nous ne sommes pas aliénés aux entreprises, c'est important. Donc on a en France, on a ce qu'on appelle une sorte de référentiel qui nous impose à faire des choses. Qui généralement ce référentiel est mis en place par les enseignants, mais aussi surtout par la profession. Dans la profession, vous savez que l'horlogerie, c'est un vaste milieu. Vous avez ceux qui fabriquent en grande quantité, ceux qui sont des restaurateurs, chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est aussi important, les restaurateurs de pendules anciennes, de montres anciennes, il en faut aussi. Et puis après, il y a ceux qui vont dans la vente aussi. Donc on essaye de faire quelque part une espèce de mix des besoins de chacun, sans pour autant vraiment vouloir faire juste pour une catégorie. C'est la grande difficulté de l'enseignement, c'est de donner une connaissance de base. Avec la base, je dirais qu'on pourra plus tard, vous, du moins les futurs élèves ou les futurs horlogers, pourront après, je dirais, se diriger vers ce dont ils ont besoin. Vous savez comme moi que chaque entreprise horlogère a sa façon de travailler, a sa façon de lubrifier, a sa façon de faire, donc légitimement. Je pense être juste de dire que l'école doit former à la base. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu, on dit attendez, on coupe encore la boc-fil, ou on utilise encore un tour d'horloger avec ou sans moteur, selon ses préférences les uns et les autres, et selon les pays, parce qu'il y a des pays qui sont encore à la manivelle. Je dis toujours que ça n'est pas très grave en soi, le tout c'est de réussir quelque part à faire ce que l'on veut obtenir. À la base, c'est créer une pièce ou restaurer un mécanisme. Oui, on fait encore en France quelques pièces qui se font, puisque normalement il y a des projets d'élèves qui sont faits chaque année au niveau des classes de terminale. Alors après, je dirais, voilà, donc on intègre encore un petit peu la partie fabrication qui malheureusement, à mon sens, est toujours un petit peu malmenée. Parce qu'on a des impératifs de temps, chacun veut toujours gagner du temps. On pense que les métiers manuels s'apprennent du jour au lendemain, alors que naturellement, il faut juste quelque part du temps, et le temps, c'est quelque part l'ennemi des horlogers, pour tout le monde. Voilà.
Juste une chose, j'aimerais rebondir tout à l'heure pour la question du monsieur concernant les problèmes de silicium et tout. Oui, on n'a pas voulu faire un projet passéiste. Et c'est vrai que c'est souvent cette espèce de situation. On parle aussi, donc, on montre par cette technique que la restauration, quand vous allez au MIH, quand ils ont leurs horlogers pour restaurer, si on perd les techniques anciennes de restauration ou de maîtrise du poli, ou de maîtrise de l'anglage, ou la maîtrise de la fabrication des pièces, ou l'utilisation par exemple de la machine à arrondir, demain, on aura beau connaître le silicium, ça sera très bien. Moi, je suis pour aussi. Je dis que l'horlogerie, c'est aussi la haute technologie et aussi la préservation du patrimoine. Et bien, demain, on aura des montres qui fonctionneront plus, dont on aura, vous savez, dans une espèce de musée où il y aura plein de poussière, on secourt un peu, on dira, ah là, ici, il y avait une montre qui marchait à l'époque, mais on ne sait plus comment. Donc grâce à ça aussi, quelque part, on a envie que ces pièces que l'on possède, qu'on retrouve à droite et à gauche, vous savez qu'il y a un musée où les pièces ne fonctionnent pas, je dirais c'est une sorte de tristesse énorme. Donc quelque part aussi, cette transmission va se faire par rapport à ça. Excusez-moi, voilà, merci beaucoup. Je rebondis sur la question concernant la montre-école que vous évoquiez tout à l'heure. La tendance, elle est quand même à ce que les écoles aient de plus en plus de difficultés à réaliser une montre-école. Parce que le système est ainsi fait. Vous avez des commissions patronales, des gens qui définissent la formation. Je ne sais pas exactement qui c'est ces gens, mais ils ont, semble-t-il, la connaissance pour définir ce qu'est la formation horlogère. Hein. Et puis, on vous dit, mais la lime, ça ne s'utilise plus beaucoup, donc pourquoi l'enseigner, voyez? Ou le pivotage. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas le pivotage, c'est l'axe de faire l'acte de faire des axes de balancier. Mais vous parlez avec tous les horlogers qui ont eu l'occasion de faire un axe de balancier pour leur montre-école, ils s'en souviennent toute leur vie. Et la personne qui a fait son axe de balancier, excusez-moi du terme, qui en a chié, hein, qui l'a cassé 3-4 fois, puis finalement il arrive à avoir son axe avec ses 2 pivots qu'il peut mettre dans sa montre fait tic-tac, il est heureux. Et cet horloger-là, toute sa vie professionnelle, il va manipuler un balancier avec respect. C'est tout. Mais c'est ça les bases du métier, c'est les gammes du métier, ce qu'on oublie aujourd'hui. Hein? C'est comme un pianiste, un virtuose qui fait un concert ce soir à Genève, ce matin il a fait ses gammes. Ben, l'horloger, c'est la même chose, il y a des gammes à faire. Et on a tendance à l'oublier. En réalité, on est en train de former, bon, c'est toujours mon coup de gueule, mais ça fait rien, en train de former ce que les entreprises ont besoin, et ils ont besoin de quoi? D'opérateurs. On les appelle horlogers, mais on devrait appeler opérateurs en horlogerie. Donc le métier est en train de se vider de sa substance. Et moi, ça me fait un peu mal. D'autres questions? Oui? Oui. D'accord. Alors, j'avais une question. D'abord, grand merci pour cet exposé qui est passionnant. Je suis professeur de PFL en robotique. Je trouve assez fascinant le fait que vous mettiez beaucoup d'influence sur le transfert manuel. En fait, dans notre laboratoire, nous avons des robots qui sont enseignés par des humains. Donc, on met beaucoup d'influence sur l'apprentissage par démonstration humaine. On sait aussi que lorsqu'on fait des processus automatisés, dans une certaine mesure, on doit souvent simplifier. Et une des grandes problématiques dans tout l'exposé que vous avez montré, dans la problématique de créer des montres, c'est qu'il faut un contrôle en précision et un contrôle en force extrêmement fin, qui vient sur des années d'apprentissage. Alors je me demandais si, à part le côté émotionnel de créer une montre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on perd, et je crois que c'est un petit peu ce à quoi vous vous approchiez dans votre dernière réponse, qui est tout le côté apprentissage. C'est lorsque l'enseigné apprend à créer une montre, qu'il apprend en fait tout le mécanisme de compréhension de la création, qui va permettre aussi potentiellement d'avoir plus d'innovation, de générer de nouvelles montres, qui est peut-être perdu dans l'automatisation. Donc ma question c'est, qu'est-ce que vous pensez qui est perdu par l'automatisation actuelle dans l'horlogerie? Qu'est-ce qu'on a à gagner si c'est essentiellement sur cette transmission du savoir? Est-ce que c'est le savoir lui-même ou c'est plutôt les processus d'apprentissage? Parce que ce qui est perdu, dites-moi ce qui est perdu dans la... Alors,
Je m'excuse. Donc je rephrase ça en cours. Qu'est-ce que vous pensez quelle est la plus-value véritable de ce travail manuel par rapport à l'automatisation? C'est pas seulement l'émotionnel, il doit y avoir une autre plus-value. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à automatiser. Un contrôle extrêmement fin, Voilà. dextérité des doigts, en coordination pour placer un rouage, comme vous l'avez dit. Donc tout ça, c'est un contrôle qu'on n'atteint pas à l'heure actuelle avec des machines. Ou si on l'atteint, ça demande des années de développement d'une machine particulière qui va pouvoir faire 10 000 montres pareilles, mais il n'y aura plus alors de place à l'innovation. Donc quelle est vraiment la plus-value de cet apprentissage manuel? La plus-value est dans le produit fini, c'est-à-dire que vous avez un produit qui transmet quelque chose au niveau de l'émotion, parce qu'on y a mis une touche, une valeur ajoutée. On ne dit pas qu'il faut négliger la technologie moderne. Je prends dans la production actuelle de montres. Bien sûr qu'il faut employer les commandes numériques, toutes ces machines qui vous facilitent le travail, qui vous donnent des précisions. Mais si on se contente d'utiliser l'élément qui sort de la machine tel quel, à plus ou moins long terme, on est mort. Ben, ce n'est pas lié à l'horlogerie. Si vous faites des bicyclettes, de l'armement, des vélos, n'importe quoi, si on se contente de faire ce que les autres font, eh ben, on ne sera plus là, parce qu'on a des coûts de production élevés, on a des coûts sociaux élevés. Donc, utilisons la technologie moderne et mettons en plus une valeur ajoutée, il travaille de sa tête et de ses mains. Et si on n'est pas capable de le faire, vous avez vu sur les photos, vous avez vu des montres chinoises. Ben, ces montres, elles n'ont encore pas de valeur ajoutée. Les éléments sont sortis bruts de machines modernes. Mais le jour où ils se mettent à faire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire à faire les choses belles, on risque d'être en danger. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu. Oui, j'écoute M. Dufour. Je me sens vraiment accordé à ses propos. Mais dans la société qu'on a aujourd'hui, moi je suis horloger aussi depuis les années 60. J'ai fait ma pièce école, comme monsieur le disait. J'ai aussi cassé des axes. J'ai aussi limé plat et rond, comme on dit. Mais ce qui me fait souci, j'ai eu l'expérience quand même de côtoyer pas mal de jeunes qui s'intéressent à l'horlogerie, mais il y a un anachronisme avec la société d'aujourd'hui, dans la jeunesse aussi. Ce qui est très difficile de trouver aujourd'hui, c'est un jeune qui est très critique vis-à-vis de ce qu'il fait, et puis qui aime recommencer et puis reprendre, parce que dans la montre, qu'est-ce qui fait marcher une montre? C'est le détail. Et puis effectivement, en enseignant ce que vous faites là, vous apprenez à avoir du respect vis-à-vis du détail. Et il faut le détail, parce qu'on fait tout ce qu'on veut maintenant avec les technologies, les machines, tout ça. On a des machines qui font des montres, c'est des turbos. Elles vous font un mouvement en quelques jours, une complication en quelques semaines. Mais pour faire aller cette montre, au niveau du prototype, il faut justement avoir eu l'occasion de faire ces détails, de faire ces opérations qui sont très difficiles et qu'il faut recommencer, il faut être opiniâtre, il faut avoir une volonté terrible. Et là, j'ai des doutes avec la philosophie de la société d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, une société on fiche loin, on n'a plus le respect de l'article qui a été longtemps à faire. Et puis, je crois que c'est un peu la difficulté. Moi, j'ai eu des difficultés, même si on essaye d'insister auprès de jeunes, mais c'est difficile d'avoir quelqu'un qui veut rester dans le métier et puis qui doit pinailler, qui doit rester des heures sur un détail. C'est à cette condition-là qu'on pourra transmettre le savoir. Si on n'a pas ces personnes-là, ça va quand même partir en décadence. Merci de vos remarques. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai vécu ça.
si je fais un bilan aujourd'hui de ma vie professionnelle, ce côté-là est très négatif, dans le sens que j'ai essayé de monter une équipe et j'ai échoué. Voilà. Et beaucoup de jeunes horlogers n'ont pas la motivation suffisante et ils n'arrivent pas, comme vous disiez tout à l'heure, à s'auto-contrôler. Donc, comme s'ils étaient assistés en permanence, il doit toujours y avoir quelqu'un derrière pour penser et corriger pour eux. Donc, ils n'arrivent pas à s'auto-contrôler. Ça, c'est effectivement quelque chose ça vient d'un phénomène de génération. Je dis toujours un peu en boutade, les jeunes, ils ont tout eu, du sexe à 14 ans, des iPhones, des iPads, pâte à roulettes, 18 ans. La voiture est tombée du ciel, ils arrivent à 20 ans, ils n'ont plus envie de rien. Et puis tout ce qu'ils ont eu, ils ne connaissent pas la valeur. Parce que c'est papa-maman qui ont acheté. Donc, si vous ne connaissez pas la valeur d'une chose, vous ne pouvez pas le respecter. Et ça, c'est une situation, on ne peut pas généraliser, mais c'est une tendance actuelle quand même. Et je crois que votre remarque est justifiée. Si je peux engendrer là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus, surtout par messieurs, que la société aujourd'hui n'est peut-être plus capable à former, jusqu'à un certain point, en tous les cas, à former des bonnes horlogers et maintenir les traditions. Mais c'est beaucoup plus grave, puisque si les traditions se perdent, le savoir-faire qui se perd, eh bien, vous ne perdez pas seulement le métier traditionnel, vous perdez tout un pan de l'histoire. Vous ne perdez pas seulement le pan de l'histoire, vous perdez aussi le savoir pur. Les machines, un jour, vous tirez le courant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, les gens qui viennent après, ils n'ont plus le savoir de même faire marcher les machines. Il y a deux choses totalement différentes. C'est le maintien du savoir, le savoir de base qui nous fait vivre, qui est en fait notre raison d'être, la création. Et après, vous avez la compétence humaine de créer des machines qui facilitent la vie, qui rendent des choses parfois même plus précises et qui sont une facilité de consommation, mais qui n'ont rien à faire avec le savoir-faire de l'homme. À mon avis, non. Je voulais tout d'abord vous remercier pour cette présentation et puis pour votre démarche de retransmettre ce savoir-faire. Enfin, c'est énorme pour les amoureux de l'horlogerie et de la belle mécanique. Merci. Et j'avais une question à vous poser. Vous qui êtes si passionné et puis qui avez vraiment envie de transmettre votre savoir-faire, vous n'avez jamais travaillé en tant qu'enseignant, vous n'avez jamais eu envie de partager ça au sein d'une école? Non, je n'ai jamais eu le temps. Étant indépendant, non, ça m'a jamais effleuré. Maintenant, avec les années, oui, j'y pense. Et je dis un peu en boutade, je suis peut-être comme les chats, j'ai 9 vies ou 7, puis que c'est ma première, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce problème de transmission de savoir. Peut-être dans ma vie future, je penserai à ça. Ce serait une valeur ajoutée, en tout cas, je pense. Oui, merci. J'avais encore une question. Donc, vous êtes une figure de l'horlogerie. Alors, admettons qu'il y ait quand même encore des jeunes qui s'intéressent à ce métier. J'imagine qu'il y en a qui viennent vers vous. Et qu'est-ce que vous leur dites pour les motiver, finalement? Pour les motiver. Alors, oui, c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent me rendre visite. On fait un tour d'atelier, on discute. Et j'essaye surtout, je leur cache rien, je leur cache rien dans le sens civil, un renseignement sur une façon de faire, façon de travailler, ben c'est volontiers que je donne l'information. Donc, je n'ai pas de secrets comme les anciens avaient. Les secrets, il y en a plein les cimetières, donc ça suffit. Et aux jeunes, je leur dis, souvent, aux horlogers, je leur dis, allez dans la restauration. Faites quelques années de restauration. Et puis, s'immerger là-dedans, et puis essayer de comprendre ce que les anciens ont fait. Et moi, j'ai fait ça pendant 5 ans, et c'est chaque fois
vous prenez une montre de, je sais pas, 1850, 1900, que vous restaurez, chaque fois vous apprenez quelque chose de nouveau. C'est des principes connus, mais je sais pas, des répétitions, j'en ai restauré des centaines. C'était toujours des répétitions minutes, mais chacune avait une petite particularité. Et en allant dans la restauration, on apprend énormément. Donc ça, c'est le conseil que je peux leur donner. Puis un autre conseil, je leur dis, apprenez les langues. Hein? Apprenez au moins l'anglais. L'allemand, oubliez un petit peu, mais surtout l'anglais. Et puis, si vous avez la passion, apprenez le chinois. Parce que c'est la langue de l'avenir. On peut faire ce qu'on veut, mais c'est ça. Voilà les conseils que je peux leur donner. Merci. Je voulais juste revenir sur la partie, en fait, comme on dit, les jeunes maintenant sont moins intéressés, ils ont tout. Moi, je ne suis pas forcément d'accord sur ça, mais bon, après, c'est un avis. Mais moi, je pose la question, dans tout ce que vous avez décrit, ce qui manque, c'est le mot passion. Et c'est vrai que peut-être que c'est là où la partie, en fait, enseignement devrait peut-être faire plus d'efforts pour transmettre cette passion. Je pense qu'on est tous sensibles à une passion quelconque. Maintenant, peut-être trouver la bonne personne au bon endroit, c'est pas évident. Mais il est possible qu'en effet, peut-être au niveau de l'enseignement, ou de transmission de savoir-faire, il manque cette petite partie de faire, en fait, commencer une étincelle. Enfin, c'est mon point de vue. Ça veut dire que j'ai échoué ce soir? Non, pas forcément. Moi, j'adore ce que vous faites. Vous n'avez pas pu ressentir ma passion? Ah, si. Non, vous aussi. Mais on parle des jeunes pour qui vont prendre la relève. Ah, d'accord. Non, je parle pas de vous. Je parle des jeunes plutôt. C'est vrai qu'on tape souvent sur les jeunes, comme quoi ils ne sont pas forcément intéressés par tout ça. Alors, Michel, qui s'occupe des jeunes, peut répondre. Et c'est quoi votre... Si vous aviez à définir la passion, vous feriez comment? Moi, personnellement, c'est faire quelque chose sans compter. Voilà, ça serait ça. D'accord, ok. Donc alors, on va revenir en même temps par rapport à la question de tout à l'heure. J'ai vu le monsieur qui était un petit peu surpris de la réponse de Philippe Dufour concernant les jeunes quand il devait leur donner des conseils. Je vous ai un petit peu surpris. Vous savez, j'ai généralement entre 12 et 15 élèves dans une classe. On sait techniquement, ça c'est statistique, hein, on sait que sur l'ensemble, il n'y en a que la moitié qui seront horlogers dans les 20 ans à venir. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et puis, dans cette moitié qui reste, il y en a qui voudront rester horlogers, je dirais juste horlogers. Et puis, il y a d'autres qui continueront à vouloir progresser. C'est ce qu'a fait Philippe Dufour aussi pendant toutes ces années. Je crois que c'est 50 ans de métier, monsieur Dufour. Voilà. 50 ans de métier. On peut faire 50 ans de métier en restant, je dirais, à la base, et on peut faire 50 ans de métier en voulant progresser. Je dis toujours aux élèves, et même je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, que l'horlogerie, c'est soi-même, on crée son propre parcours. Au démarrage, quand vous êtes étudiant, à la limite, vous venez dans l'horlogerie parce que quelque part on vous a poussé ou c'est un choix de votre part. Il y a plusieurs raisons pour devenir horloger. Et après, c'est aussi le rôle des enseignants, à un moment donné, de véhiculer une passion. Alors la passion, elle peut être comme on veut, à la limite, ça peut être la passion pour expliquer un mécanisme ou pour montrer la façon de travailler ou garder les fameuses techniques ancestrales. Je pense que c'est un tout et chacun a sa notion de la passion, en plus par rapport à l'âge, par rapport à son vécu et tout ça. Donc je pense que l'objectif que l'on a tous, et ça, même au niveau de Philippe, que je vois quand on travaille ensemble, on a quand même une différence... une petite différence d'âge entre les deux, donc une toute petite différence de connaissances. En plus, allez, je vais faire une polémique un peu, il y a la France et la Suisse et la France, vous savez, cette espèce de tension permanente entre les uns et les autres. Et je me dis que Philippe Dufour a quand même cette passion de transmettre. Naturellement, c'est très difficile. De transmettre est une chose très délicate qu'on n'arrive pas tous. On a envie, on ne peut pas. Des fois, on n'a pas du tout envie. Alors ça, c'est pire que tout. Cela, il faut les éliminer tout de suite. Je dis qu'aujourd'hui, un jeune aussi, et puis pour que le métier d'horloger ne puisse pas mourir à la soie, parce que c'est vrai que si c'est juste être opérateur, appuyer sur un bouton on/off, et puis éventuellement charger ou en métal ou en quelque part ou en poudre, franchement, je ne considère pas qu'il faut passer 4 années ou 6 années d'études pour faire ce genre de choses. Par contre, au niveau de la passion, elle est être progressivement, c'est vrai que dans les 4 années, c'est aussi aux enseignants de progressivement faire monter cette passion. Il y en a qui ne l'auront jamais, et dans ce cas-là, c'est pas très grave, mais s'il y avait 6 sur 10 élèves, vous avez un seul aliment qui vraiment a la passion de ça,
Je pense qu'il faut jouer le jeu avec, sans pour autant les mettre de côté les autres, mais simplement, et vous savez, des fois c'est même marrant à voir, c'est que celui qui a la passion peut des fois donner une passion aux autres parce que c'est pas l'enseignant qui l'impose. Vous savez, cette espèce de, c'est l'enseignant, donc naturellement, il n'est pas toujours facile de discuter avec lui parce qu'il est du bon côté du bureau et tout ça. Bon, il y a tout un tas de choses qui se créent. Je pense que c'est tout un ensemble, mais l'objectif principal des passions, quelle qu'elle soit, ce sont les enseignants, ce sont les gens qui vont rencontrer, mais c'est aussi vous-même qui créez votre propre passion pour l'envie de faire ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas d'envie, je suis désolé de dire ça, vous resterez sans envie. On a tous des passions, après, après c'est une sorte de... C'est l'alchimie. Dans un enseignement, il y a une alchimie qui est toute simple. C'est la classe, l'élève, la classe. Ça se passe bien, c'est génial, ça peut créer super bien. Je pense que si certains sont enseignants ici, ça fait particulièrement le problème, c'est que des fois, on a des classes qui restent passives à tout. On ne peut rien faire, moins on a de la peine à faire. Hein. Et puis il y a des classes qui, hop, au quart de tour ça démarre, et donc là, à la limite, quand c'est comme ça, c'est génial, c'est un groupe, même si c'est que 50%, le 50% tirera le reste, et on avance et on avance. Voilà. Je voulais juste aussi remercier Philippe Dufour pour la passion dont il a aussi, parce que c'est important, vous allez le voir. Alors moi, je connaissais bien avant, quand j'étais en Suisse, j'avais fait un saut chez Philippe Dufour. En plus, on donne toujours une image un peu de Philippe Dufour, de la vallée. La vallée, c'est important. Elle l'a bien dit tout à l'heure, à Combiers. J'ai appris ce que c'était qu'un combier il n'y a pas très longtemps. Moi, je pensais que c'était la Suisse. Non, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment spécifique. et bon, c'est vrai que j'avais rencontré il y a peut-être 20 ans en arrière. Il est très austère, horloger de renom. Donc c'est vrai, quand on est jeune, on dit oula, adresser la parole à Philippe Dufour, ça paraît être une chose impossible. Franchement, j'ai été étonné de voir que c'est tout l'inverse. Il est ouvert d'esprit. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'horlogers qui soient aussi ouverts que ça. Par rapport à ses connaissances, il reste humble. Je sais que pour le projet qu'on a mené, à aucun moment il a imposé quoi que ce soit aussi, c'est important. Il a donné son avis. Il a dit aussi, moi je sais faire, donc je peux vous donner des conseils. Hyper important, parce que quand Philippe Dufour vous dit je sais faire, on peut déjà être relax par rapport à ça. Donc voilà, et je tiens aussi à remercier pour sa passion, parce que quand on travaille ensemble, c'est pas chose facile de travailler ensemble, parce que c'est vrai qu'on a tous, moi j'ai mon passé, lui il a le sien. Il est là, il me montre, vulgairement, je dirais, il quitte sa place, je prends sa place, donc j'ai les mêmes outils, j'ai la même chose, et puis c'est là que se crée un moment juste de solitude pour moi, parce qu'il y a 50 ans d'expérience, puis un peu moins de mon côté. Et malgré tout, il me dit, je me souviens qu'à la fin, on polissait une phase de pignon, un truc assez technique, donc il m'a montré, naturellement. Et il me dit, attends, à toi, donc tout fier, je prends sa place, je me dis, c'est bon, j'ai la place du maître, ça y est, j'ai la compétence, on pense tous que c'est la place qui donne la compétence. Je fais 2-3 mouvements, et c'est vrai que c'est pas aussi joli que lui, et à un moment donné, il me dit, tu vois, là, au bruit, c'est pas bon. Tout de suite, il m'a donné le problème du bruit. Il y en a qui vous laisseraient, en gros, 2, 3 jours, 20 jours pour obtenir le bruit. Il m'a dit, tu vois, avec le bruit que tu as ici, c'est pas bon, tu dois obtenir tel bruit. Donc il va au-delà du simple fait de transmettre, il donne aussi l'astuce qui permet de gagner du temps. Alors il le fait pour nous, pour l'essence d'une montre, mais je pense qu'on est bien au-delà de tout ça. C'est vrai que j'ai vu au SIHH, il y a des jeunes qui sont venus, qui disent, est-ce qu'on peut voir M. Philippe Dufour? J'ai dit oui, à mon avis, vous téléphonez, vous prenez rendez-vous, vous irez le voir et vous verrez qu'il sera aussi ouvert d'esprit par rapport à ça. Donc voilà la passion que Philippe, peut-être qu'il l'exprime peut-être pas par des mots, mais allez le voir et franchement, vous verrez que c'est un autre univers que celui de la parole. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Dufour, Monsieur Boulanger, j'ai une question, Monsieur Dufour. Vous me voyez? Oui, je vous vois. Voilà. Donc j'ai un métier, déjà depuis nombreuses années, j'ai plusieurs passions, donc l'horlogerie. Donc je suis en train d'apprendre depuis quelques années en ouvrant des livres, en visionnant des films. Et je vous ai découvert il y a déjà quelques années. Et j'ai vu un reportage donc, de vous dans Passe-moi les jumelles, peut-être que les gens ont peut-être déjà vu. Ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle quelque chose dans Passe-moi dans les jumelles? Tout à fait, oui. C'est un magnifique reportage. Et je vous ai observé, vraiment je vous ai observé le visage, l'attitude, et je me suis dit, vous dégagez quand même une force intérieure incroyable. Vous dégagez quelque chose, une modestie, une humilité, et ça je trouve super. Moi j'ai toujours appris justement en discutant, en partageant des choses avec des gens de votre expérience et votre âge. J'ai toujours avancé dans la vie grâce justement à des gens comme vous. Et moi je me suis posé la question, avec tout le retour en arrière, toute votre expérience passée
et encore actuelle, peut-être encore future. J'aimerais savoir comment vous vous sentez intérieurement, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans la société, vis-à-vis des gens, ça j'aimerais bien savoir. Comment vous vous sentez maintenant, s'il y a quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui ne vous plaît pas? Oh là. Bon, il y a des fois je fais des petits coups de gueule, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, il paraît que vous avez un sacré caractère. Ouais. Non, j'ai un bon caractère, je le reconnais, donc ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire, mon Dieu? C'était quoi votre question déjà? Comment vous vous sentez intérieurement maintenant? Non, mais ce que je trouve un petit peu, si vous voulez faire un petit coup de gueule, vous m'avez fait plaisir quand vous avez relevé la modestie. Ouais. Hein? Je la cultive pas, elle est naturelle. Et je dis toujours, il faut rester humble et modeste dans ce monde de l'horlogerie. Ouais. Et il y a tellement d'arrogance. C'est ça qui vous gêne, c'est l'arrogance. Arrogance, C'est ce ils ont tout terme-là. fait, Ouais. ils ont tout inventé. Tout. Non, Ouais. moi, j'ai jamais rien inventé. Ouais. J'ai jamais déposé aucun brevet. Non, qui en déposent une centaine par année. Je n'ai pas voulu les chercher. Donc, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que m'inspirer de ce que les anciens ont fait, spécialement les anciens combiers. Hein? C'est Piguet, c'est Mélan, c'est Gaulle, les Audemars et compagnie. Et bien voilà, je me suis inspiré de ce genre de montre. Et à ma façon, j'essaie de perpétuer de ce qu'eux ont fait. D'améliorer. La Vallée de Joux a une réputation, cette réputation de berceau d'horlogerie compliquée, ce qui est vrai, si on prend l'histoire et tout, c'est vrai, ils ont fourni des quantités de marchés, le marché allemand, le marché anglais, avec des répétitions, des choses comme ça. Et donc cette réputation, elle est là, il ne faut pas uniquement puiser dedans, il faut l'entretenir et l'améliorer. Et c'est ça que j'essaie à mon humble niveau de faire. On a parlé d'une crise en 2008-2009. Mais est-ce que vraiment le monde de l'horlogerie l'a compris, cette crise? Non, absolument pas. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Quoi. Non, absolument pas. Moi, ma crainte, c'est qu'on est en train de préparer une nouvelle. On est en train de créer une nouvelle bulle. Parce que on nous donne des chiffres. Hein? La FH nous donne des chiffres. Exportation, on a battu Orco, Cocorico, 21 milliards. Si vous analysez le chiffre, on a vendu moins de montres. Le prix moyen par montre a augmenté. Puis si vous mettez en parallèle à ce chiffre, en parallèle le nombre de nouvelles boutiques de marques ouvertes dans la même année à travers le monde. Il y a des semaines, c'est 5-6 nouvelles boutiques. Ces boutiques ont besoin de quoi? De stock, de collection. Donc ma crainte, c'est qu'on a déplacé les stocks. Parce que le chiffre qu'on vous donne, c'est le sell-in, mais on ne vous donne jamais le sell-out. Donc ma crainte, c'est que la bulle, elle pourrait exploser. Bonsoir. Je suis horloger moi-même. Je voulais revenir à votre projet plus particulièrement. Vous nous avez parlé beaucoup de la façon, en fait, à travers les outils anciens. Je voulais savoir, au niveau des matériaux que vous employez, si vous faisiez vos propres alliages ou si vous utilisiez les alliages que les sidérurgistes vous proposent aujourd'hui. Je pense particulièrement aux aciers et puis aux laitons. Alors, je vais faire un peu d'humour. On a acheté un grand creuset et on a commencé à creuser en France. J'ai acheté une pelleteuse pour chercher du minerai. Et puis, ça s'est avéré pas très productif. On s'est dit, il faut arrêter tout de suite. Non, objectivement. Vous savez, je vous demande pardon par rapport aussi au fait de faire de la restauration. Si on veut faire les choses correctement, on ne peut pas prendre un laiton n'importe lequel sur une pendule 18e ou 17e qui vont avoir des laitons d'une certaine couleur et puis mettre un laiton qui n'aura pas la même couleur. C'est pour rebondir aussi vis-à-vis de ça. Alors ça, c'est Et puis le fait, je vous demande pardon, que de faire cette belle montre, ce serait bien que dans 100 ans, on puisse la restaurer avec des matériaux qui soient restaurables. En fait. Déjà, je vais répondre à la dernière question. Oui, ils seront restaurables, puisque quelque part, on est sur des matériaux nobles qui sont accessibles à tout le monde. Alors après, qu'on ait
vulgairement un tube, un va taper avec 15% de molybdène dedans ou plus que 14, à la limite, c'est pas très grave, à mon sens. Après, il y a sûrement des subtilités. Honnêtement, on a quand même privilégié, parce qu'on ne veut pas être passéiste non plus, je vous rappelle, donc on a quand même privilégié les métaux dits, je dirais, modernes. On est d'accord par rapport à ça, aussi bien en va taper, ou bien en cubé, ou bien en maille short. Parce que on a, comme ça, déjà, ils seront réparables dans les 100 ans à venir, voire plus, parce que quelque part, ça restera de l'acier. Après, je dirais, la grande difficulté, c'est quand on est dans la restauration, oui, on a des soucis par rapport au niveau des matériaux, des couleurs. Alors là, c'est un grand dilemme. Il y a les ultra puristes qui sont à créer leur propre coulée. C'est un vaste débat qui, à chaque fois, fait polémique. Et je pense que là, on n'a pas, à mon sens, assez de temps pour vraiment polémiquer sur le problème de la couleur ou du matériau pur pour la restauration. Dans la restauration ancienne, il y a un phénomène qu'on appelle la réversibilité. Aujourd'hui, on a une connaissance du moment des matériaux. Demain, on aura une autre connaissance qui permettra peut-être d'obtenir la couleur qu'on va vouloir avec une couleur proche peut-être même à 99% ou peut-être 100% même. Alors d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait le faire. Je pense que c'est un trop petit milieu qui n'a pas encore les moyens de pouvoir s'imposer en termes pour imposer la couleur 18e ou la couleur 19e. Oui, voilà. Mais en l'occurrence, la couleur, c'est pas très important. On va plus penser à des pour un acier, par exemple, suivant de quoi il est composé, vous allez plus facilement l'écrouir ou pas à travers un roulage, des choses comme ça. J'aimerais bien l'avis de Monsieur Dufour à ce sujet-là, d'ailleurs. En fait. Je vais le laisser parler. Et surtout de son expérience, en fait. Les aciers. Bon, à l'heure actuelle, moi j'emploie des aciers disons, modernes, du vin tapé, qui, pour tout ce qui est pivotement, va très bien. Alors, ça dépend également comment l'écrouer. C'est clair, si vous prenez un pignon en vin tapé, puis vous roulez les pivots avec une meule d'égusite, elle sera brillante, les pivots seront brillants, mais il ne sera pas écroué. Donc, si vous faites un écrouissage sur du vin tapé, vous aurez un très bon résultat. D'accord. Je vous remercie. On prend encore 2 questions, Devin. Une question. Oui, je me permets une question à M. Dufour que je côtoie dans d'autres circonstances, mais c'est la première fois que je l'entends sur ce sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement votre démarche est aussi autre chose qu'une simple transmission de savoir, à savoir quand même une démarche philosophique? Et puis, je la mets personnellement en accord avec ce qui se passe dans le monde musical, notamment dans la musique baroque où on veut jouer avec des instruments anciens. On supprime le vibrato, par exemple, et à quelque part, n'êtes-vous pas un petit peu le Jordi Savall de l'horlogerie? Est-ce que vous ne voyez pas un parallélisme entre ces deux recherches, à savoir de revenir dans un temps ultérieur pour découvrir un certain nombre de choses, et quand même avec un brin de nostalgie? Non, je crois que ce qui nous anime, c'est pas la nostalgie, c'est comment dire, essayer de freiner l'érosion du savoir. Et quand vous regardez certains produits à l'heure actuelle, des produits haut de gamme, compliqués, et puis quand vous voyez la façon dont ils sont terminés, il leur manque quelque chose. Ça, c'est pas de la nostalgie, c'est une constatation de ce qui se passe aujourd'hui. Et de vouloir sauvegarder toute cette façon de faire, tous ces gestes qui peuvent nous permettre à remettre cette valeur ajoutée au produit, c'est ça qu'on recherche. Mais il n'y a pas tellement de nostalgie, on emploie quand même un ordinateur pour faire les dessins. Non? Alors, on va... Parce que, je veux dire, j'ai une chose, quand je parle de cette émotion qu'une montre peut donner, qu'un mouvement peut donner, je vous donne un exemple. Quand je suis allé à Singapour, la première fois, en 92, je suis allé présenter une montre, j'avais mis 2 ans et demi pour la faire. Je suis arrivé là devant des Chinois, j'ai passé 10 jours à négocier avec eux. Je leur présente ma montre, comme ça, je leur explique, 2 ans et demi de travail, patata, puis on me regarde, puis on me dit, vous êtes comme tout le monde. À cette époque, ils n'avaient aucune notion, à part le prix de la montre, l'histoire de la marque qu'on leur donnait du papier glacé, ils n'avaient aucune notion. Aujourd'hui,
Vous allez à Singapour, j'étais encore là au mois de septembre, mais vous parlez avec des vendeurs. Et c'est assez extraordinaire, l'évolution qu'il y a eu, le savoir que ces gens, tous les clients potentiels, ils sont curieux, ils veulent comprendre. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent, ils veulent savoir pourquoi cette montre est plus chère que celle-ci. Et ces vendeurs, ils me disent, la difficulté aujourd'hui, le client arrive dans le magasin, il dit, je pourrais voir la montre telle et telle, on lui la sort, on la met sur le plateau. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une loupe de sa poche et il regarde la montre. Puis il dit, ouais, c'est pas mal, mais les vis sont pas tant belles. Et puis vos englages, c'est un englage qui est tout vibré. Donc, moi je dis, c'est génial ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous, moi ça fait des années que je fais ça. Personne ne le voyait, personne ne le reconnaissait. Et aujourd'hui, quand j'entends ça, je dis, ben, on a gagné, parce que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour rien. C'est cette valeur ajoutée, il y a quelqu'un qui sait l'apprécier. Et tout si on veut, le programme qu'on fait, c'est justement ces bases-là, ces gammes du métier, les garder pour que ça ne disparaisse pas. Pour qu'on puisse continuer à faire des montres qui soient différentes des montres chinoises. En gros, c'est ça. Un objet d'art, ouais, j'entends. Ouais. Alors on va terminer sur cette note positive finalement. Je dirais juste une chose, s'il y a des personnes qui n'ont jamais vu une montre répétition et puis qui vont en avoir une de près ou toucher, ben vous pouvez venir. Voilà. J'ai 2-3 montres. Alors elles sont toutes ici. Et Philippe vous attend, il sera très content de vous les montrer. Pour comprendre aussi ce que c'est qu'une montre différente des Chinois. Voilà. L'apéritif proposé par les PFL nous attend juste derrière ce rideau. Donc ce que je vous propose, c'est de vous remercier de votre attention et de votre participation, et puis de continuer la discussion ici autour de Philippe et de Michel, autour de ces pièces et puis autour d'un verre pour poursuivre la discussion. Voilà. Merci à vous.